Conakry, 29 avril 2015. Au sommaire de cette édition, femmes leaders et responsables religieux invitent la classe politique à privilégier le dialogue pour transcender les différends qui l'opposent à la CENI. Bientôt, une nouvelle maison de détention à Yoropoguia, dans la préfecture de Dubrika. Les travaux ont été lancés ce mercredi. La gouvernance pénitentiaire s'améliore. Au sommaire encore, le ministre des Sports visite les stades de proximité. Madame Domani Touré évalue les chantiers ouverts par l'État dans ce sens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du chef de l'État. Décret D 2015-064 PRG-SGG portant nomination de membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. M. Mohamed Amiro Kanté, précédemment secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, est nommé ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Article 2. M. Jean-René Camara, précédemment secrétaire général du ministère du Plan, est nommé ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Article 3. M. Boubacar Bari, architecte, est nommé ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé. Article 4. M. Lanseni Camara, précédemment ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, est nommé ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Article 5. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 29 avril 2015, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. La session d'évaluation trimestrielle des départements ministériels se poursuit à la primature. C'est une initiative du Premier ministre sur instruction du chef de l'État. La démarche vise à savoir ce qui va et ce qui ne va pas dans les ministères. Voici le compte rendu signé de Adi Kamara. C'est la première session d'évaluation trimestrielle de la performance des départements ministériels guinéens débutée depuis le 13 de ce mois. Il s'agit d'inviter tour à tour les cadres des départements ministériels et apporter des éléments d'information relatifs à l'exécution des travaux essentiels au cours du trimestre. Au niveau de chaque département, les objectifs étant définis, le Premier ministre a mis en place un pôle d'évaluation, un comité d'évaluation qui permet de voir un peu comment sont réalisées les actions dans chaque département pour atteindre les objectifs de la lettre de mission. Je rappelle que le comité d'évaluation a envoyé à chaque département 2 matrices, n'est-ce pas? Une qui concerne un tableau de programmation annuelle qui permet à chaque département en début d'année de programmer l'ensemble des activités essentielles de son département. Et ensuite, deuxième matrice, il y a un tableau de suivi et évaluation qui leur permet de venir ici chaque trimestre et nous dire au cours du trimestre ce qui a été programmé, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, quelles ont été les difficultés rencontrées, les contraintes donc. Si les forces et les faiblesses sont connues par les évaluateurs, les informations seront remontées à la hiérarchie pour les appréciations et les stratégies seront définies pour corriger les imperfections en vue d'améliorer le système de gouvernance en Guinée. C'est une innovation de la Troisième République. Les départements s'en approprient parce qu'ils savent tous maintenant qu'il y a une culture de l'évaluation qui est mise en place et une culture de résultat. Ils sont dans l'obligation chaque trimestre de venir nous expliquer et discuter avec nous pour voir exactement ce qu'ils ont pu réaliser. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Ceci, ça n'existait pas avant. Et ils sont tous en accord avec nous que ce processus doit continuer parce que c'est un processus qui les aide eux-mêmes à s'améliorer. Ce nouvel ancrage institutionnel a démarré en Guinée en juin 2012. La situation
politiques de la Guinée au cœur d'une rencontre au centre culturel islamique de Danka. Les femmes leaders et les religieux portent la réflexion sur la culture de la paix. Ils invitent les acteurs politiques à privilégier le dialogue pour transcender leurs différends. Ali Kamara a suivi la rencontre. La tour Eiffel du quartier Amdalaï, un des lieux d'attroupement lors des manifestations. À côté, la route cicatrise, elle porte encore les traces de la morsure du feu. Tout comme le goudron de l'Axe Le Prince, beaucoup d'autres infrastructures nationales font souvent les frais de la colère des manifestants. Face aux montées presque hebdomadaires d'adrénaline sur cette route, comment préserver les acquis de la République? Religieuses et femmes leaders de Guinée se retrouvent et lancent un cri de cœur. Nous, femmes de Guinée, sommes fatiguées de voir nos maris, frères s'affronter et nos enfants mourir ou handicapés à vie. Nous demandons à tous les leaders, les acteurs politiques, de privilégier le dialogue, car la démocratie dont il est en question est synonyme d'écoute, d'échange et de respect mutuel. Un ras-le-bol relayé en langue nationale au cours de cette rencontre pour mettre les politiques face à leurs responsabilités. Les religieux recommandent même une conjugaison des forces en présence pour porter le coup de grâce à Ebola au lieu de jeter ses forces dans des crises socio-politiques. Compte tenu de la crise sanitaire Ebola qui n'est pas totalement maîtrisée, le grand imam et l'archevêque de Conakry rappellent aux hommes politiques des deux bords que les populations guinéennes sont fatiguées de leurs agissements. Les femmes leaders et le comité provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale multiplient les efforts pour pousser mouvance et opposition autour de la table de dialogue. L'idéal pour eux, c'est d'éviter à tout prix une médiation internationale dans une vague de crise sociale volontaire qui perturbe les efforts sanitaires et le calendrier scolaire. Ali Kamara, un appel qui va certainement tomber dans des bonnes oreilles. La gouvernance judiciaire et pénitentiaire s'améliore en Guinée avec le lancement des travaux de construction d'une maison de détention à Yoropoguia dans la préfecture de Dubreka. La réalisation de cette prison va faciliter la réinsertion des prisonniers. C'est la société de droit espagnole Sergio qui exécute les travaux. Tierno Younoussaba a suivi la cérémonie. Voici son reportage. Ce complexe pénitentiaire d'une capacité d'accueil de 1500 détenus va prendre en compte la rééducation et la réinsertion sociale des personnes en conflit avec la loi. L'édifice devra disposer des équipements et dotations incluant les services d'éducation, des loisirs, de santé et des sports. La réalisation va répondre aux besoins des principes fondamentaux des prisonniers en vue de leur permettre de purger leur peine dans la dignité. Le projet de construction d'une maison centrale moderne à Yoropoguia dans la préfecture de Dubreka vient à point nommé. Il est conçu à l'image des centres de détention modernes espagnols et réadapté aux standards guinéens, respectant les droits les plus élémentaires des détenus et conséquemment conforme aux normes internationales. Avec cette vision du gouvernement, nos maisons de détention vont devenir des endroits où les droits humains seront respectés, où les connaissances et les comportements acquis par le détenu pourront lui permettre, après avoir purgé sa peine, de revaloriser sa vie et s'insérer dignement dans la société. La construction de cette maison centrale est un acquis dans la lutte contre le surpeuplement dans les prisons et l'évasion des détenus. Le ministre d'État à la Justice rassure quant à la volonté des autorités judiciaires à faire respecter les droits des détenus en Guinée. Permettez-moi de relever quelques caractéristiques de la future maison centrale de Yoropoguia. Celle-ci, à travers sa capacité d'accueil de 1500 détenus et ses infrastructures modernes, intègre un double objectif d'amélioration des conditions de détention et de travail. Elle permettra de mieux préparer la réinsertion sociale des personnes qui lui seront confiées par l'autorité judiciaire. Vous voyez, j'insiste là-dessus, par l'autorité judiciaire, puisque dans notre pays,
Il faudrait que ça soit clair pour tout le monde. Quand on parle de prison, la prison relève exclusivement de l'autorité judiciaire. Comme dans tous les pays modernes. La Guinée avance à petits pas. La réalisation de cette maison de détention est le fruit de la coopération guinéo-espagnole pour une enveloppe financière de plus de 200 milliards de francs guinéens. Le délai d'exécution est d'une année. Comment améliorer les relations civilo-militaires? La question intéresse le CECID qui vient d'organiser des discussions entre les différents acteurs de la société. Objectif, faciliter une meilleure collaboration entre les forces de sécurité et la population. Le point avec Mamadou Alpha-Baldé. Côte à côte, civils et hommes en uniforme pour la promotion du dialogue national sur les relations civilo-militaires. Organisé par le CECID et son partenaire West Africa, cette rencontre d'échange s'inscrit dans la dynamique de la réforme du secteur de défense et de sécurité en Guinée. Il faut savoir que l'action militaire, la victoire des armées est basée sur le soutien des populations. Toute armée, quelle que soit sa force, si elle n'est pas soutenue par sa population, elle sera vaincue. Donc en plus de la formation professionnelle des forces de défense et de renforcement de leurs capacités, l'expérience a montré que l'amélioration des relations entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles, voire rétablir ou améliorer ou établir la confiance entre elles, est plus que primordiale et plus importante que l'équipement et la formation militaire professionnelle. Venus de tout le pays, ces acteurs discutent des stratégies à envisager pour favoriser des relations de confiance durables entre les citoyens et les services de sécurité. Puisque nous avons fait des travaux préalables dans toutes les régions, et maintenant pour couronner cela, on fait revenir tout le monde pour qu'on essaie de valider les résultats auxquels on aboutit dans les régions. Puisque quand les deux communiquent, les renseignements vont être faciles à être apportés aux acteurs, et puis facilement ceux qui sont en charge de notre sécurité vont prendre les dispositions idoines pour que nous soyons plus en sécurité. La Guinée a été le premier pays donc en Afrique francophone à avoir organisé une consultation nationale sur son secteur de sécurité, à savoir demander à sa population qu'est-ce qu'elle attend de son secteur de sécurité. Ça, ces préoccupations seront prises en charge de façon effective et réelle. En Guinée, les rapports entre militaires et civils n'ont pas toujours été au beau fixe. À travers ces genres de rencontres, la confiance renaît et la complicité entre population et services de sécurité brille davantage. Dans l'actualité encore, le ministère de la Santé intensifie les stratégies de lutte contre le virus Ebola à travers la sensibilisation et le contrôle des hôpitaux. Partout, le ministre en charge de la Santé invite le personnel de santé au respect des mesures d'hygiène. Suivez le reportage de Adia Toubari et Abid Cham. Dès les premières heures de l'épidémie à virus Ebola, le corps médical a été la première victime. Dans cet hôpital sino-guinéen de Kipé, 6 médecins soignants ont succombé à la maladie Ebola. En cause, la négligence des combinaisons de protection individuelle. Aujourd'hui, la mise en place des mesures d'hygiène et le port des gants sont de mise. Dès que nous décelons qu'il y a un malade qui présente des signes, ensuite sa température est élevée, nous essayons de l'orienter vers l'hôpital de Donka pour une prise en charge. Et aujourd'hui, au niveau des services, le port des épis, à savoir les gants, les bottes, sont distribués au niveau de tous les services. Nous avons d'abord formé le personnel en prévention des infections et prévention Ebola. Et cette formation nous a permis de mener les activités suivantes. Le lavage des mains, le port des gants, le flashage des malades, la préparation des différentes solutions de décontamination. Pour rompre la chaîne de transmission du virus Ebola au sein du personnel médical, cette mission de supervision se rend dans les différents hôpitaux. Sa mission, évaluer l'application des mesures préventives contre les infections. Parmi ces mesures figurent le port des gants et le lavage des mains. Dans nos structures de soins, il faut que nous arrivions à acquérir le réflexe des soins infirmiers. Parce que nous étions tombés jusqu'à ne pas pouvoir utiliser les gants. Donc tant que nous n'avons pas sorti le dernier malade de Ebola,
nous ne dirons pas que nous sommes sortis, nous ne dirons pas que la Guinée est sortie de l'épidémie à virus Ebola. Au total, elles sont 9 équipes de supervision du ministère de la Santé à se déployer sur le terrain. Pendant 4 jours, elles vont sillonner toutes les structures sanitaires des 5 communes de Conakry. Dans le même registre, l'UNICEF vient de mettre à la disposition du gouvernorat de la ville de Conakry 130 motos. Ces engins sont destinés aux chefs de quartier de la capitale et de la sous-préfecture de Kassa en vue de faciliter la coordination dans le cadre de riposte à Ebola. Moussa Bangora signe ce reportage. 130 motos pour les chefs de quartier de la ville de Conakry et la sous-préfecture de Kassa. C'est un geste du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en collaboration avec l'ONG Zéro Pauvre en Afrique. Beaucoup plus vaste dans la lutte contre Ebola auprès des autorités nationales, auprès des partenaires que j'éprouve en faisant ce geste qui, à mon avis, va permettre non seulement à ces unités opérationnelles qui sont en place dans tous les quartiers de Conakry d'être vraiment opérationnelles et de faire non seulement remonter l'information au niveau les plus élevés, mais aussi et surtout de permettre une réponse rapide, une action rapide lorsque des cas suspects ou des cas réels sont identifiés sur le terrain afin qu'ils soient pris en charge et afin qu'on puisse le plus rapidement possible rompre la chaîne de transmission Ebola en Guinée. Ce geste a été apprécié par les responsables à la base. Ils promettent que la mission sera accomplie afin de bouter le virus hors du pays. C'est une fierté pour nous d'être en possession de ces motos qui peuvent nous permettre de nous déplacer très rapidement et rendre compte là où il faut rendre compte. En plus de ces motos, l'UNICEF prévoit aussi des moyens substantiels pour les élus locaux. L'action consiste à encourager les agents à continuer le combat suivant le plan intérimaire à Ebola. Et puis bientôt, un ouvrage de franchissement sur le fleuve Bafing à Mamou. Cette infrastructure sera financée par les jeunes de Timbo et de Kenyeko avec l'appui de l'État guinéen. La réalisation de ce pont va soulager les usagers de la route de Timbo et Kenyeko. C'est dans la préfecture de Mamou. À Kindia, le centre d'autonomisation et de promotion des femmes forme des jeunes filles à la transformation des produits et des fruits, une activité qui attire de nombreuses filles déscolarisées. Le centre de Kindia aide les apprenantes à avoir un métier et à se prendre en charge. Jinabo Bari est allé à la rencontre des jeunes filles de ce centre. Regardez. La transformation locale des fruits se développe à Kindia. Au centre d'autonomisation et de promotion des femmes de la cité des agrumes, plusieurs jeunes filles s'intéressent de plus en plus à cette activité. Fatoumata Bobo fréquente ce centre depuis environ 1 mois maintenant. Très tôt déscolarisée faute de moyens, elle veut apprendre un métier et être indépendante. Une femme ne doit pas rester sans avoir un métier. Si tu n'étudies pas et n'as pas de métier, c'est inquiétant. J'aime ce travail et je veux bien le maîtriser. Même quand je vais prendre de l'âge ou vieillir, je pourrai bien tenir mon foyer. À peine âgée de 20 ans, Bobo devra passer 6 mois dans ce centre avant d'obtenir un diplôme. Chaque matin, elle travaille avec ce groupe de filles sur le processus de transformation de la mangue en jus, un procédé local qu'elles assimilent assez vite avec l'aide de Adjafatou. On met d'abord de l'eau dans la bassine, on met les mangues, on trempe les langues, on les lave soigneusement, on transporte cette mangue dans une autre bassine pour éplucher. Après, on transporte sur une autre bassine pour les mettre en tranches. C'est ces tranches-là qu'on trempe dans l'eau qui contient le sucre, qui contient le citron, pour les mettre dans les séchoirs. Je fais piler la pulpe là, je mets dans l'eau, on remet à 100 degrés. Après on prend des tamis, on rince l'eau qui est en bas, on recueille ça pour les conditionner en jus. Un procédé assez mécanique que Adjafatou souhaite améliorer avec l'aide de partenaires que le Centre d'autonomisation et de promotion des femmes de Kindia cherche depuis son ouverture il y a quelques mois. Spécialiste en agroalimentaire, elle est chargée de former 50 jeunes filles à la transformation locale de fruits à Kindia, une ville réputée pour sa production de mangue dans le pays. Culture, musique, la 10e édition du Festival de Jazz a ouvert ses portes hier, mardi, au Centre culturel franco-guinéen.
Plusieurs artistes venus de la Guinée et du continent prennent part à ce rendez-vous de la fête de la musique, le jazz défiletant. Voici le reportage de Sekou Fernand Kourma. De nombreux artistes guinéens, maliens et ivoiriens répondent à ce rendez-vous culturel. Pendant 3 jours, des talents guinéens vont s'illustrer auprès de leurs homologues de ces pays. La vision des promoteurs du festival reste celle de valoriser la musique guinéenne. La Guinée a été un pays précurseur de la musique jazz, parce que toutes les musiques guinéennes ont un contenu blues. Et donc, même la terminologie des orchestres, des ensembles instrumentaux qu'il y avait en Guinée à l'époque, le Bembeya Jazz, il y avait toujours une terminologie jazz. Donc c'est pour dire qu'il y a cette appartenance que nous avons connue depuis, mais aujourd'hui, nous, de notre côté, au niveau de Guinée Jazz Festival Association, une association donc, qui rend justice donc, pour la récupération de ce qui était dû à la Guinée. Les étudiants de l'Institut supérieur des arts de Guinée ont émerveillé le public. Quant à la chorale de l'église Winner Chapel, elle a médisé l'assistance par ses cantiques. À cela s'ajoute le savoir-faire du groupe Acacia Jazz de Conakry, des valeurs qui suscitent l'admiration. Je pense que la Guinée n'a pas de pétrole, la Guinée n'a pas de l'or, mais la Guinée a une culture qui représente ces deux. Bon, Ali Farka Touré, de son vivant, il a participé gracieusement au festival jazz à Conakry en 2005. Et depuis lors, les responsables de jazz ont pris Ali Farka Touré comme parrain à vie. Le jazz est une expression musicale que les anciens esclaves ont imposée aux Amériques. En Guinée, les adeptes du jazz sont nombreux. Parmi eux, Feu Maman Wandel Souma s'est illustré. Certains vétérans gardent encore le souvenir des moments glorieux de la musique guinéenne. Le moment dur, c'est quand Sékou Touré est mort. Parce que Sékou Touré a beaucoup encadré la musique. Et on avait chaque année des instruments de musique qu'on n'achetait pas. Et chacun avait la possibilité d'accéder à un instrument. Donc ça déjà, c'est quelque chose de grand, de fort qu'on a perdu. Maintenant, pour s'acheter une guitare, il faut vraiment de l'argent. Nous nous battons à ce qu'au ministère de la Culture, on ait un fonds d'aide à la culture pour accompagner financièrement les projets culturels. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas de fonds pour ça, on n'a pas d'argent pour accompagner les événements culturels. Pendant ce festival, des talents cachés vont se révéler. Festival du jazz au Centre culturel franco-guinéen, nous y serons. Remise officielle des cartes d'abonnement Canal Plus dans 38 maisons des jeunes de Conakry. C'est une action de Blue Livre en partenariat avec le groupe Bolloré. Il s'agit d'aider les jeunes passionnés du football à suivre les matchs gratuitement. Le reportage est signé de Yéné Diansani. Cette remise de cartes d'abonnement doit permettre la vulgarisation et le développement de l'industrie culturelle africaine. Cet abonnement de 12 mois offert par Canal Plus par l'intermédiaire de Blue Line dans les lieux publics est une façon pour le groupe Bolloré de venir en aide aux jeunes qui portent beaucoup d'intérêt au football. Cette action a démarré après la Coupe du Monde passée. C'est une prolongation aujourd'hui qu'on a effectuée parce que c'était un abonnement de 2 mois, c'était juste pour l'événement sportif. Mais puisque ça a déjà fait un impact, donc du coup, on a déjà prolongé pour un abonnement de 12 mois pour toutes les maisons des jeunes que je vous ai énumérées. Pour le moment, nous couvrons 38 maisons des jeunes. Cette activité devrait permettre à la jeunesse d'accéder au bouquet Canal Plus gratuitement pendant 12 mois. La directrice de Blue Zone a informé que ces cartes d'abonnement ne sont valables qu'uniquement dans les places publiques. Le distributeur de Canal Plus l'a expliqué ici. Ces cartes-là sont codées et c'est des codes qui peuvent leur permettre de retrouver la carte n'importe où. Donc si vous la prenez, vous l'utilisez chez vous et que vous amenez une autre carte que vous mettez sur le lieu public, l'autre carte-là ne marchera pas parce que c'est celle que vous avez qui a le code qui correspond à celle à laquelle on a attribué les 12 mois. Donc ça ne sert à rien de chercher à tricher parce qu'en ce moment vous perdez le décodeur et vous faites perdre aussi tous les jeunes qui auraient pu bénéficier de ce programme-là. Le transfert unilatéral de la carte à puce d'un décodeur à un autre pourrait provoquer la perte du matériel. De plus en plus récurrente, cette situation inquiète Canal+, soucieux de donner satisfaction à sa clientèle.
L'aménagement des aires de loisirs et de pratique de sport, un des points inscrits dans la lettre de mission du gouvernement guinéen. Des stades de proximité sont en construction dans ce sens. Le ministre des Sports a effectué une visite de terrain pour évaluer l'évolution des chantiers de Kaloum, Yimbaya et Koloma. Tierno Ousmane Diallo sur les pas du ministre. Il faut trouver un moyen de se séparer de l'entreprise. Colère de la ministre des Sports après avoir visité les travaux de construction du stade de proximité de Yimbaya dans la commune de Matoto. La qualité des travaux entamés en 2013 sont à ses yeux loin d'être convaincants. On peut demander aux gens de venir s'asseoir ici sous le soleil. Ensuite, ici, là, on dit ensemblement, c'est pas un stade. Finissez avec ce que vous avez mis dans votre contrat de base là, pour que nous on voie comment terminer ce stade là pour qu'il devienne un stade normal. C'est ce que moi je cherche, pour qu'on termine vraiment avec vous. 700 millions de francs guinéens ont été investis pour construire ce stade de proximité. Les travaux sont toujours inachevés. Ici au stade de proximité de Koloma, même constat de retard. De ce côté, l'entrepreneur pointe du doigt les manifestations politiques et dit préférer ne pas prendre de risques dans l'acheminement du matériel de construction. De part et d'autre, de nouveaux investissements vont sans doute être effectués pour donner au stade de proximité une nouvelle image. Les stades de proximité doivent répondre à une certaine forme de normes. C'est toujours bon qu'on sorte justement de ces stades de proximité archaïques où on continue à jouer dans la poussière. On souhaite qu'à travers ces différents contrats passés, qu'au finish, qu'on puisse les renouveler en acceptant que ces stades paraissent au moins, comme je le disais, dans des normes actuelles, c'est-à-dire avec ne serait-ce que des pelouses synthétiques. C'est à Kaloum que les travaux avancent. Avec une nouvelle pelouse synthétique, les footballeurs pourront bientôt découvrir l'autre visage de ce stade. Mais avant, il y a un obstacle à franchir. Les travaux évoluent normalement. La seule contrainte, c'est d'abord récupérer les espaces pour vous, pour les tribunes. C'est ça la contrainte pour le moment. Raison pour laquelle le délai d'exécution était prévu à 4 mois pour un premier temps. Nous sommes revenus à 6 mois et s'il faut, on va encore aller de plus. Parce que tant que ce n'est pas libéré, on ne pourra rien déterminer. La réussite des travaux de construction du stade de proximité de Kaloum est le résultat d'un partenariat établi avec l'association sportive de Kaloum, ASK. Une expérience qui pourrait faire tâche d'huile dans les contrats à venir dans l'aménagement des autres stades de proximité. L'actualité sportive, vous le savez peut-être, la Fédération guinéenne de football a finalement signé un contrat de sélection du CILI national avec le Français Luis Fernandez. Ce contrat qui a été signé hier à Paris entre le président de la Fédération guinéenne de football, Fegui Foot, et le nouvel entraîneur suscite beaucoup de critiques. Nous recevons sur ce plateau Oumar Ndiaye, Oumar Dieng, c'est-à-dire des sports de la RPG Koloma. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Concrètement, pourquoi ce contrat suscite assez de polémiques et est très critiqué actuellement? Il y a des critiques parce que tout simplement, Luis Fernandez ne résidera pas en Guinée. La nouvelle, c'est que la Fédération guinéenne de football a signé un contrat de sélection avec cet ancien sociétaire du Paris Saint-Germain et de la sélection nationale de France, les Bleus, donc Luis Fernandez, pour un contrat pour une durée de 20 mois. Le contrat est renouvelable en cas, c'est-à-dire si Luis Fernandez parvenait à qualifier la Guinée pour les phases finales de la CAN de 2016. Mais le contrat il est critiqué parce que lui ne résidera pas en Guinée, il continuera sa fonction d'animateur de l'émission Lui Attaque de la radio RMC et de consultant de la chaîne de télévision Ben Sport de France. Il ne résidera pas en Guinée. Il ne résidera pas en Guinée, mais il sera épaulé par deux de nos compatriotes. Il sera épaulé par deux de nos compatriotes, Amara Simba et Kaba Diawara, mais il ne suivra pas le championnat de Ligue 1. C'est la première source de la sélection. Il ne suivra pas l'évolution des sélections nationales jeunes, les juniors et les cadets. C'est la deuxième source. Il ne suivra que la troisième source de la sélection, c'est-à-dire les Guinéens à l'étranger qui évoluent dans les championnats européens. Donc voilà pourquoi le contrat a été critiqué. Et puis Luis Fernandez, depuis 2011, n'a pas entraîné. Il a entraîné le
dont il a été sociétaire. Il n'a pas entraîné, il a entraîné la sélection d'Israël, qui n'a pas conduit à de bons résultats depuis 2011. Donc voilà pourquoi le contrat a été critiqué. Et le football voudrait qu'on apprécie Luis Fernandez sur le résultat. Oui, et justement, puisque le contrat a été signé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le regarder sur le résultat. Le résultat, c'est bientôt, puisque nous allons amorcer les éliminatoires de la CAN de 2015 dès le mois de juin. Le 14 juin, la Guinée sera opposée au Swaziland. Nous sommes dans un groupe où il y a le Swaziland, il y a le Zimbabwe et le Malawi. Le Zimbabwe et le Malawi, ils ne sont pas des adversaires faciles. Donc, nous allons regarder Luis Fernandez sur le résultat et après, et je précise aussi que dans les termes de ce contrat, on parle aussi des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Donc c'est tout cela qui fait que vraiment le contrat est critiqué. Il y a eu beaucoup de clameurs publiques parce que la fédération vraiment a mis du temps avant de trouver un sélectionneur. Nous ne sommes qu'à moins de 6 semaines de l'ouverture des éliminatoires, alors que tous les pays ont trouvé leur sélectionneur. La Guinée, c'est maintenant, il y a eu des journées FIFA, la Guinée n'a pas joué et nous espérons que Luis Fernandez aura quand même un peu de temps pour observer les joueurs guinéens. Il dit qu'il les connaît puisqu'il les a vus lors de la dernière CAN et il les voit dans les championnats européens. Attendons donc de voir. Merci Omar Dieng. Je reviens sur le contenu de ce décret avant de refermer cette édition. Décret D 2015-064 PRG-SGG portant nomination de membres du gouvernement. Le président de la République décrète. Article 1er, M. Mohamed Amirou Kanté, précédemment secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, est nommé ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Article 2, M. Jean-René Camara, précédemment secrétaire général du ministère du Plan, est nommé ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Article 3, M. Boubacar Bari, architecte, est nommé ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes et de la promotion du secteur privé. Article 4, M. Monseni Camara, précédemment ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, est nommé ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Article 5, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 29 avril 2015, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.